Ok, donc je bosse en effet quelques étages au-dessus dans un service de médecine interne. Donc moi je suis un clinicien, donc on va parler quand même pas mal de cliniques aujourd'hui. Et donc en tant que médecin interniste, on est amené à prendre en charge au quotidien de nombreuses maladies auto-immunes et de nombreuses maladies inflammatoires. Et donc c'est de l'une d'entre elles dont on va parler ensemble aujourd'hui, qui est une maladie donc inflammatoire, mais également une maladie fibrosante. Monsieur Harley vient de vous en dire un mot. Et donc c'est de ça dont on va parler rapidement aujourd'hui. Donc dans un premier temps, je vous ai dit, je suis un clinicien, donc je ne vais pas pouvoir m'empêcher de vous présenter un peu la présentation clinique de ces patients. Et comme l'a dit aussi M. Harley, c'est une maladie d'identification relativement récente, puisque vous allez le voir, c'est une identification dans le courant des années 2000, donc on est vraiment dans de la maladie récente, même si probablement que cette maladie existait auparavant, mais qu'elle avait en tout cas pas été identifiée en tant que telle. Donc après la présentation clinique, on parlera un peu de biomarqueurs, c'est à la mode de parler des biomarqueurs. Et en tout cas, nous, en pratique clinique, on a besoin de marqueurs biologiques pour le diagnostic et pour le suivi de ces patients. Et donc, l'obtention de ces biomarqueurs passe aussi, bien sûr, par une meilleure compréhension physiopathologique. Et donc, je parlerai de quelques pistes, même si je n'aurai pas le temps de parler de tout aujourd'hui. Et puis, on terminera, bien sûr, le Graal, c'est, à travers ces travaux physiopathologiques, c'est trouver des cibles thérapeutiques éventuelles. Et on va le voir, on a des traitements assez basiques qui marchent bien dans cette pathologie. Et pour autant, ce n'est pas parfait comme traitement. Et on a clairement besoin pour nos patients de trouver des nouveaux traitements plus innovants. Alors, la présentation clinique, premier patient qu'on a rencontré dans le service, vous voyez, c'est il n'y a pas si longtemps que ça, c'était à peine il y a 10 ans. Et c'était un patient d'une cinquantaine d'années qui s'est présenté avec un tableau neurologique, des troubles sensitifs, des 4 membres, un manque de force également dans les membres supérieurs et dans les membres inférieurs, et puis ce qu'on appelle des signes d'irritation pyramidale à l'examen, qui sont le témoin d'une atteinte du système nerveux central, et en l'occurrence de la moelle épinière. Et donc ce patient, il a rapidement eu une IRM cérébrale, et ce que vous pouvez voir ici, c'est qu'en effet, il y a comme une tumeur de ses méninges qui vient comprimer sa moelle épinière et qui explique donc les symptômes neurologiques que présentait ce patient. Alors bien sûr, rapidement, quand on met en évidence une tumeur en imagerie, on se pose la question de la nature de celle-ci. Est-ce qu'il y a un cancer? Est-ce qu'il y a un lymphome? On a d'autres maladies inflammatoires en médecine interne qui peuvent donner ce type d'atteinte, des vascularites comme la granulomatose avec polyangélite, des granulomatoses comme la sarcoïdose. Et donc on le confie rapidement à nos confrères neurochirurgiens. Et au niveau histologique, donc on ne retrouve pas de cancer, on ne retrouve pas de vascularite, on ne retrouve pas de granulome, mais on retrouve un aspect de ce qu'on appelle de pseudo-tumeur inflammatoire, avec des lésions de fibrose assez extensives, et au sein de cette fibrose extensive, des cellules inflammatoires polymorphes, polyclonales, à la fois lymphocytaires et plasmocytaires, et ces éléments inflammatoires parfois viennent combler les lumières des veines, c'est ce qu'on appelle des thrombophlébite oblitérantes, et puis envahissaient également le tissu mou adjacent à cette lésion. Donc ces pseudo-tumeurs inflammatoires, ce n'est pas quelque chose qui a été décrit dans les années 2000, ça fait très longtemps que nos collègues anatomopathologistes connaissent ces entités, mais qui étaient un petit peu un fourre-tout, dans lesquels on classait toutes ces tumeurs fibrosantes et inflammatoires qu'on appelait non spécifiques. Et en fait, si on regarde ces anomalies histologiques, en fait, elles ressemblent point par point à ce qu'on peut trouver au cours d'une autre atteinte d'organes, qu'on appelle la pancréatite auto-immune, à tort d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas d'auto-anticorps spécifique au cours de cette pancréatite auto-immune. Mais quoi qu'il en soit, dans le pancréas des patients atteints d'une pancréatite dite auto-immune, on retrouve de la fibrose, on retrouve un infiltrat lymphoplasmocytaire et on retrouve ces lésions de phlébite oblitérantes. Or, dans le courant des années 2000, il y a un papier dans le New England en 2001 qui rapporte chez ces patients porteurs de pancréatite auto-immune une élévation des IgG4 sériques et puis dans les années qui ont suivi, la présence de plasmocytes IgG4 positifs au sein des lésions pancréatiques. Et donc, par analogie, on a dosé chez notre patient les sous-classes d'IgG, alors c'est un petit peu petit, mais en tout cas, nos collègues du laboratoire d'immunologie nous ont rendu un taux d'IgG4 sérique élevé, et puis on a demandé à nos collègues anatomopathologistes de faire un immunomarquage au sein de la tumeur, qui retrouvait là encore de nombreux plasmocytes IgG4 positifs, et donc on a retenu le diagnostic de pseudo-tumeur inflammatoire méningée à IgG4, et cette localisation n'avait alors pas encore été rapportée, elle l'est depuis assez largement dans la littérature. Et puis dans les mois et dans les années qui vont suivre au sein du service, nous sont adressés différents patients en consultation, en hospitalisation ou à la demande de nos collègues spécialistes d'organes, d'autres patients présentant des atteintes comme ça pseudo-tumorales, pour lesquelles ne sont pas retenus donc, de diagnostic tumoral ni d'autres diagnostics inflammatoires, avec, vous voyez ici un exemple d'hypertrophie des glandes parotidiennes et sous-mandibulaires, ici un exemple d'œdème pancréatique, alors ça défile tout seul, je ne sais pas pourquoi. Hop. Une atteinte pancréatique dont on a parlé dans le cadre d'une pancréatite auto-immune. Ici, une atteinte rénale avec une infiltration rénale bilatérale. Et puis, ici, une atteinte orbitaire. Donc, là encore, une pseudo-tumeur inflammatoire orbitaire, hypermétabolique en TEP-TDM,
responsable d'une exophthalmie chez cette patiente. Et donc tous ces patients, donc, ils ont tous une présentation pseudo-tumorale. Ces atteintes, elles peuvent être présentes soit de manière isolée, soit être associées chez un seul et même patient, soit de manière contemporaine, soit au cours de l'évolution. Et vous avez ici un exemple de TEP scanner dont on a montré qu'il était un bon examen pour faire en quelque sorte le bilan d'extension de la maladie, puisque les lésions sont hypermétaboliques en TEP scanner. Et vous voyez que chez ce patient, on a une atteinte contemporaine à la fois ganglionnaire, pancréatique et rénale bilatérale. Et donc tous ces patients avec une atteinte pseudo-tumorale présentent certaines caractéristiques communes, à savoir la plupart du temps une hypergamma-globulinémie polyclonale en rapport avec cette élévation des IgG4 sériques, même si celle-ci n'est pas systématique, on y reviendra. Et puis surtout, le point commun, ce sont ces lésions histologiques au sein du ou des organes atteints, avec cette fibrose, avec cet infiltrat lymphoplasmocytaire polyclonal, et au sein de l'infiltrat plasmocytaire, une prédominance de plasmocytes IgG4 positifs. Et donc va naître peu à peu dans la littérature, dans le courant des années 2000, l'idée d'une maladie systémique, donc comme on est amené à en prendre en charge en médecine interne, pouvant toucher différents organes, et théoriquement quasiment tous les organes, même s'il y a certaines prédispositions, décidément. Et donc vous voyez ces différentes atteintes d'organes, donc certes qui ne sont pas apparues comme ça dans le courant des années 2000, mais qui étaient auparavant probablement prises en charge par les collègues spécialistes d'organes, sans qu'on ait pu unifier comme ça cette entité, et qu'il a donc été au vu des données histologiques et sériques observées chez ces patients. Donc c'est surtout des atteintes du pancréas et des voies biliaires, des atteintes de la région rétropéritonéale également, avec des tableaux d'aortite, de fibrose rétropéritonéale, des atteintes rénales, mais également ganglionnaires, pulmonaires, ou encore des glandes salivaires ou de la région orbitaire, vous en avez vu quelques exemples. Alors donc localement, on a rapporté les quelques premières observations avec des collègues lyonnais puis et toulousains, et puis on a proposé l'ouverture d'un registre national dont on a rapporté les données à la fin 2011, en tout cas des 25 premiers patients de ce registre, ou de cette cohorte, plus exactement. Et cette cohorte, elle continue de fonctionner, et vous voyez qu'on est actuellement à plus de 150 observations de dossiers de maladies associées aux IgG4, et cette cohorte, elle fonctionne grâce à un réseau de cliniciens sur l'ensemble du territoire, donc des médecins internistes, puisque ce projet était initialement mené sous l'égide de la Société française de médecine interne, mais également d'autres disciplines, des collègues néphrologues, gastro-entérologues, des anatomopathologistes ou encore des rhumatologues. Et donc on est régulièrement sollicité par téléphone, par mail, pour des nouvelles observations et pour discuter de la prise en charge de ces patients. Alors grâce à une collaboration et une aide financière d'un industriel, on a pu également mettre en place un ICRF, donc à disposition des différents cliniciens du réseau, et dont l'idée est de pouvoir obtenir justement des données plus exhaustives au point de vue clinique, mais également au niveau évolutif, puisque ces données peuvent être recueillies de manière longitudinale et prospective, et puis surtout d'organiser, ce qui est important dans le cadre de ces maladies rares, une collection de matériel biologique, que ce soit du matériel sanguin ou tissulaire au cours de cette pathologie. Donc voilà en gros ce qu'on a pu mettre en place au niveau local puis national, et puis on a pu participer également à différents travaux collaboratifs au niveau international, que ce soit sur l'atteinte pancréatique, qui je vous l'ai dit, elle était la première identifiée au cours de cette pathologie systémique, et on a pu participer en donnant les cas de la cohorte avec atteinte pancréatique aux patients européens de ce travail international. On a également participé à 2 symposiums internationaux, le premier en 2011, qui a permis d'homogénéiser et d'harmoniser la nomenclature liée à cette pathologie, puisque vous avez vu que par essence, elle est quand même assez hétérogène. Ça a également pu faire l'objet d'un consensus anatomopathologique, et vous savez que l'histologie est vraiment le point clé du diagnostic de cette maladie. Et puis un deuxième symposium en 2014, qui a fait l'objet de recommandations de prise en charge et de traitement, auxquelles on a pu également participer. Alors, il y a d'autres choses à l'international qui sont en cours, des critères de classification sous l'égide de l'ACR et de l'ELA, qui est un point très important, là encore, pour savoir de quel patient vraiment on parle, et pour l'instant, ces critères de classification sont en cours de validation. Et puis un autre point important dans le cadre des futurs essais thérapeutiques dans cette indication, c'est la validation d'un score d'activité de la maladie pour pouvoir évaluer de manière là encore homogène la réponse aux différents traitements utilisés au cours de cette pathologie. Donc les choses ont été très vite sur ces 5 dernières années, pendant la caractérisation clinique, dans l'harmonisation de la nomenclature, et d'un point de vue pratique et clinique, il nous faut en effet des marqueurs biologiques de cette maladie, que ce soit au diagnostic ou dans le cadre du suivi. Donc qui dit marqueur biologique dit physiopathologie, et donc une des questions aussi toutes simples qu'on se pose rapidement, c'est est-ce qu'il y a éventuellement une prédisposition génétique à cette maladie. Alors, je ne suis pas du tout un généticien, comme pouvaient l'être certains de nos collègues ce matin, mais quoi qu'il en soit, donc, il y a quelques études japonaises génétiques qui ont
associer certains polymorphismes ou certains groupes HLA à la survenue ou au contraire à la protection vis-à-vis du risque de pancréatite auto-immune. Il y a des projets de type GWAS qui sont actuellement en cours, mais pour lesquels on n'a pas encore de résultats. Et donc moi je vais revenir sur des choses simples, très cliniques, avec l'observation d'un patient qui est pris en charge dans le service et qui, à 63 ans, a développé un tableau de cholangite sclérosante associé aux IgG4. Et en fait, en interrogeant notre patient, il nous explique que son frère jumeau, qui est actuellement pris en charge en gastro-entérologie à Paris, pour un tableau de pancréatite auto-immune associé à une cholangite associée aux IgG4 et une atteinte rénale bilatérale associée aux IgG4. Ces deux patients ont vécu à partir de l'âge de 20 ans dans des endroits complètement différents, ils ont une profession complètement différente. Donc, au point de vue environnemental, on aurait vite pensé qu'il n'y a pas forcément de rôle d'exposition particulière. Et donc c'est un exemple quand même assez formel pour dire qu'il y a probablement une prédisposition génétique chez ces jumeaux qui développent la même maladie exactement au même âge. On n'a pas tous les éléments pour répondre formellement quant à l'anomalie génétique, puisque malheureusement à cet âge la maman est décédée, le papa en tout cas n'était pas porteur de la maladie, et puis chez les enfants il n'y a pas de symptômes liés à la maladie, les IgG4 sériques sont normales, mais il faut savoir qu'au point de vue épidémiologique c'est une maladie qui débute généralement vers 50-60 ans, donc on aura peut-être la réponse définitive d'ici 10-20 ans dans cette famille. Alors au-delà de la génétique, si on revient à des biomarqueurs plus simples, donc le marqueur qui est les IgG4 sériques dont je vous ai parlé tout à l'heure, malheureusement ce n'est pas un marqueur parfait. D'abord parce que ce n'est pas un marqueur spécifique, et ça on avait repris sur une période d'1 an à la PHM l'ensemble des dosages de sous-classe d'IgG réalisés sur la PHM, et on avait repris l'ensemble des dossiers pour lesquels on avait trouvé une élévation des IgG4 sériques au-dessus du seuil de 1,35 g par litre, qui est le seuil habituellement retenu dans la littérature. Et ce qu'on avait observé, c'est que certes, parmi ces patients, on retrouvait des patients porteurs d'une maladie associée aux IgG4, et c'est ceux qui avaient souvent les taux les plus élevés d'IgG4 sériques, mais qu'on retrouvait également plein d'autres situations pathologiques, d'autres maladies inflammatoires, des pathologies auto-immunes, des cancers, des infections, et même des situations de déficit immunitaire. Donc en aucun cas, cette élévation des IgG4 sériques n'est un marqueur spécifique et permet de retenir formellement le diagnostic. On s'était intéressé à d'autres marqueurs d'activation polyclonale B, en particulier des chaînes légères libres, comme cela a été observé dans d'autres maladies auto-immunes comme le lupus ou le Sjögren. Et donc on avait noté que là aussi on retrouvait une élévation des chaînes légères kappa et lambda, mais également une élévation du ratio kappa-lambda chez les patients, en tout cas qui avaient une maladie active. Alors d'autres équipes se sont intéressées à d'autres marqueurs, en tout cas de la lignée B, on va dire, avec une étude des plasmablastes circulants chez ces patients. Les plasmablastes sont des cellules CD19+, qui expriment fortement le CD38 et le CD27. Et vous voyez qu'en situation physiologique, en point de vue circulant, on retrouve peu ces cellules. Et donc l'équipe de Boston a rapporté qu'il existait chez les patients porteurs d'une maladie associée aux IgG4 une expansion de ces plasmablastes circulants par rapport à des sujets contrôles, mais aussi par rapport à des patients porteurs d'autres pathologies inflammatoires. Et donc, c'était essentiellement des plasmablastes IgG4 positifs, même si la donnée n'est pas toujours disponible dans ces travaux. Et ce qu'il était intéressant de noter, c'est que ce taux de plasmablastes circulants était corrélé à l'activité de la maladie, et que sous traitement, en tout cas par déplétion lymphocytaire B, on notait chez les patients en réponse une régression de cette expansion des plasmablastes circulants, alors que chez les patients en rechute, on assistait à une réélévation du nombre de plasmablastes circulants chez ces patients. Donc l'hypergamma-globulinémie, le taux d'IgG4 sérique, les kappa lambda, les plasmablastes, tout ça on est sur de la lignée B, on va dire, mais finalement si on regarde les tissus, alors si ça marche, non, ça ne marche pas. Bon, écoutez, je vous laisse imaginer les tissus alors. En tout cas, si on regarde au niveau tissulaire l'infiltrat lymphocytaire de ces patients, en fait on note que la très grande majorité des lymphocytes qui infiltrent les tissus malades sont des lymphocytes T, en particulier des lymphocytes TCD4. Et donc, on se pose bien sûr la question plutôt de l'implication de ces lymphocytes T dans la physiopathologie, les anomalies B observées étant plutôt une conséquence des anomalies T observées. En tout cas, c'était l'hypothèse qu'on avait évoquée. Alors, pour essayer de répondre à cette question, on a mené un PHRC interrégional sur les sous-populations lymphocytaires observées chez ces patients. Et on s'est intéressé à une population T en particulier, même si on a regardé plein d'autres choses dont je ne parlerai pas aujourd'hui. Je ne parlerai pas des sous-populations B ou encore de cellules dendritiques. Mais on s'est intéressé plus particulièrement à des cellules qu'on appelle des cellules TFH, qui sont caractérisées par l'expression d'un facteur de transcription qu'on appelle BCL6 et qui expriment à leur surface des récepteurs okimokines comme CXCR5, pour certaines d'entre elles le PD1 ou encore un marqueur qui s'appelle ICOS. Donc ces cellules TFH, elles ont un rôle majeur dans la maturation, dans la survie, dans la prolifération des lymphocytes B, et également dans la formation de ce qu'on appelle les centres germinatifs. Or, si on regarde les lésions histologiques de nos patients,
on se rend compte qu'on retrouve fréquemment des follicules lymphoïdes tertiaires au sein des organes atteints. Et donc on s'est dit que peut-être ces cellules TFH pouvaient avoir un rôle dans la physiopathologie de la maladie. Donc pour ça, on a étudié trois groupes de patients, des patients porteurs d'une maladie associée aux IgG4 histologiquement prouvée et non traités, ce qui est un vrai challenge dans ces maladies rares, d'avoir du matériel chez des patients qui ne sont pas encore traités. Et ça, c'était indispensable pour pouvoir interpréter les anomalies cellulaires observées. Un groupe de sujets sains et un groupe contrôle malade, on va dire, de patients atteints d'un syndrome de Sjögren, là également non traités pour ne pas interférer sur nos explorations. Et on a pu inclure 28 patients atteints d'une maladie associée aux IgG4 non traités, 21 sujets sains et 28 patients porteurs d'un syndrome de Sjögren. Et on a étudié essentiellement les cellules mononucléées du sang circulant de ces patients, grâce à l'aide du laboratoire d'immunologie de la Conception, et on a fait une analyse phénotypique et fonctionnelle de ces cellules mononucléées du sang circulant. Alors juste, je vous ai dit, je ne vais pas reprendre tous les résultats qu'on a obtenus, mais juste les fameux plasmablastes dont je parlais tout à l'heure, on a retrouvé l'expansion des plasmablastes chez nos patients comparé aux sujets sains. Par contre, il n'y a pas de différence significative, par exemple, avec les patients porteurs d'un syndrome de Sjögren. Donc peut-être quand même quelque chose de moins discriminant entre nos mains que ce qu'ont pu présenter nos collègues américains. Et puis on a noté autre chose dont je n'ai pas parlé, mais qui a été rapporté par d'autres auteurs, c'est une expansion des T régulateurs chez ces patients, qui a été notée au niveau tissulaire, également au niveau circulant. Et nous aussi, nous avons retrouvé, contrairement à ce qu'on retrouve d'habitude au cours des autres maladies auto-immunes, où il y a plutôt un défaut soit quantitatif, soit qualitatif des cellules T régulatrices, on notait plutôt une expansion des cellules T régulatrices chez nos patients. En tout cas, pour revenir à la population TFH qui nous intéressait plus spécifiquement, on a noté une expansion en effet chez nos patients de ces cellules TFH et de manière spécifique des cellules TFH exprimant le PD1. Et cette expansion des cellules TFH PD1+, était corrélée à l'augmentation des plasmablastes circulants observés chez nos patients. Alors on a voulu aller un petit peu plus loin dans la caractérisation de ces cellules TFH et on peut identifier des sous-groupes de TFH en fonction de l'expression de certains récepteurs au chemokine, que sont CXCR3 et CCR6, avec une sous-population TFH plutôt de phénotype TH1 lorsqu'ils expriment le CXCR3 et pas le CCR6, plutôt de type TH2 en l'absence d'expression de ces deux récepteurs au chemokine et plutôt d'orientation TH17 en l'absence d'expression de CXCR3. Et donc ce qu'on a noté, c'est que l'expansion de cellules TFH chez nos patients était essentiellement en rapport avec une expansion de la sous-population de type d'orientation TH2 et que cette expansion des cellules TFH2 était là encore corrélée au taux d'IgG4 sérique de nos patients et également à l'expression de certaines cytokines de type TH2 comme l'IL4, suggérant peut-être un rôle dans la physiopathologie de la maladie. Alors, au vu de ces résultats, on aimerait aller un petit peu plus loin dans cette analyse et on a eu la chance de pouvoir bénéficier d'un financement dans le cadre du THRC interrégional 2015 et donc on va s'intéresser à ce qui se passe au niveau des tissus en microscopie confocale, également en études protéomiques et puis on va essayer d'aller plus loin dans la caractérisation fonctionnelle également des cellules TFH circulantes. Alors parmi les autres sous-populations T éventuellement d'intérêt, c'est encore l'équipe de Boston qui a rapporté récemment ces résultats dans JACI, ont été mis en évidence chez ces patients une expansion de cellules T CD4 un peu particulières, qui sont des cellules T CD4 effectrices mémoire, exprimant faiblement le CD62 ligand et le CD27, et vous voyez là encore qu'on retrouve une expansion au niveau circulant de ces CD4, CD4 effecteurs mémoire qui ont un profil un peu particulier, qu'on appelle cytotoxiques, puisque vous voyez qu'ils expriment fortement le granzyme B et la perforine, et une molécule à leur surface un peu particulière qui s'appelle SLAMF7. Et quand on regarde au niveau tissulaire ce qui se passe chez ces patients, on note que ces fameuses cellules CD4 cytotoxiques SLAMF7 positives sont exprimées au niveau des tissus malades des patients, ce qui n'est pas le cas chez des sujets contrôles, par exemple porteurs d'un syndrome de Sjögren, et que ces cellules CD4 cytotoxiques produisent certaines cytokines, en particulier des cytokines pro-inflammatoires, comme le pro-fibrosantes, comme le TGF-bêta et l'IL-1-bêta. Et donc la conclusion des auteurs, c'est que cette sous-population aurait peut-être un lien dans les lésions de fibrose observées chez nos patients, qui peuvent conduire à un dysfonctionnement d'organes. Donc voilà pour quelques pistes dont moi je parlerai aujourd'hui. Et puis l'idée, c'est éventuellement que ces quelques pistes et d'autres dont je n'ai pas parlé aujourd'hui puissent être l'objet de cibles thérapeutiques éventuelles. Pourquoi on a besoin de cibles thérapeutiques éventuelles chez ces patients? Parce que finalement, on a un traitement assez simple qui marche très bien. Vous savez, nous les internistes, souvent on se moque de nous parce qu'on dit de toute façon, vous utilisez de la cortisone. Donc en effet, la corticothérapie est le traitement de première ligne qu'on utilise chez ces patients.
Et vous voyez que la réponse initiale, en tout cas, est excellente, puisque c'est plus de 90% avec des patients avec une pancréatite auto-immune qui vont répondre au traitement. Et puis, si on regarde ce qui se passe dans les atteintes plus systémiques de la maladie, on a rapporté le même type d'efficacité chez plus de 90% des patients. Sauf que ça, c'est la réponse initiale, et que le gros problème avec les patients porteurs d'une maladie associée aux IgG4, c'est ça, c'est que 30 à 50% des patients présentent une rechute à la décroissance ou à l'arrêt du traitement, et que surtout, ce sont des patients donc, de 50, 60, 70 ans qui ont des comorbidités, et il y a une comorbidité importante liée à la corticothérapie, des diabètes cortico-induits, des épisodes infectieux ou encore une ostéoporose cortico-induite. Donc il y a un clair besoin de traitement de deuxième ligne. Il y a des immunosuppresseurs conventionnels qui ont été non évalués, mais qui ont été utilisés en tout cas avec plus ou moins de succès dans cette indication. Et il y a un autre traitement qui a été évalué, et c'est le seul traitement pour lequel on a un essai prospectif. Alors c'est un essai prospectif ouvert, non contrôlé, comme souvent dans nos maladies rares malheureusement, avec un faible effectif, vous voyez 30 patients, mais pour autant ce traitement donne des résultats encourageants, en tout cas initialement, puisque vous voyez que la plupart des patients étaient traités uniquement par rituximab, sans corticothérapie associée, avec un objectif primaire qui était un score composite du score d'activité dont je parlais tout à l'heure, l'absence de rechute et l'absence de corticothérapie associée. Et on voyait que 3/4 des patients répondaient au traitement par rituximab avec une bonne tolérance. Le problème, c'est que l'objectif principal, vous voyez, il y a 6 mois, et qu'en gros, on sait que les patients derrière, ils rechutent, il n'y avait pas de suivi disponible après 12 mois. Donc nous, on a voulu s'intéresser un petit peu à ce qui se passait dans la vraie vie, et on a repris l'expérience dans la cohorte française qu'on avait présentée au dernier congrès de l'ACR. Et donc sur une vingtaine de patients, on retrouvait le même type d'efficacité chez près de 80% des patients, mais là encore, près de 30%, près d'un tiers des patients rechutés, avec un délai de rechute de 18 mois, alors que le suivi après rituximab n'était que de 12 mois en moyenne chez les patients dans ce travail. Donc, clairement, la déplétion lymphocytaire B, ça marche, mais ça marche initialement, et le souci, c'est que les patients à distance, ils rechutent, et ça a été confirmé par un travail de nos collègues américains récemment, avec, vous voyez ici, la probabilité de rechute à distance du traitement par rituximab, qui va bien dans le sens que finalement les anomalies B observées sont plutôt une conséquence que véritablement le primum novus, des anomalies immunologiques en tout cas observées chez ces patients. Donc probablement qu'il y a de la place thérapeutique innovante dans cette indication. Alors j'ai quelques pistes, mais c'est sûrement pas une liste exhaustive. Je sais que nos collègues américains sont en train de faire un essai de phase 2 avec un anticorps monoclonal bispécifique qui reconnaît à la fois le CD19 et le Fc gamma R2D. Et puis plein d'autres cibles, des cytokines de type Th2, comme l'AXI-L4 et L13, avec des monoclonaux qui sont par exemple déjà utilisés au cours des pathologies allergiques. L'anti-SLAM-F7 exprimé à la surface des CD4 cytotoxiques dont je parlais tout à l'heure, avec des traitements en cours d'évaluation au cours du myélome par exemple, et puis éventuellement bloquer la voie de l'IL1. On a vu le rôle éventuellement profibrosant, en tout cas localement, qu'ont montré nos collègues américains. Voilà, donc juste pour conclure, pour cette maladie systémique, inflammatoire, multidisciplinaire, comme on les aime en médecine interne, certes une maladie rare, mais probablement sous-estimée, parce qu'elle est encore méconnue de nombreux cliniciens. On essaie d'avancer dans la caractérisation de celle-ci, en particulier au niveau national, avec la cohorte nationale, avec l'ICRF, et ce qui nous permet de recueillir du matériel biologique, que ce soit sanguin ou tissulaire, donc plein de projets possibles, à travers plein de collaborations possibles aussi. Donc on a eu la chance de pouvoir le faire avec le laboratoire d'immunologie de la Conception en immunité cellulaire, mais peut-être il faudrait peut-être s'intéresser à d'autres populations cellulaires, peut-être s'intéresser aux mécanismes de fibrose au cours de cette maladie, et puis éventuellement des travaux de génétique éventuellement qui pourraient être possibles, avec l'objectif aussi d'essais thérapeutiques chez ces patients, avec le développement éventuel de partenariats industriels. Donc, juste avant de répondre à vos éventuelles questions, moi aussi, encore un remerciement. Donc, tous les cliniciens, en particulier du service qui s'intéressent à cette thématique, en particulier Nicolas Steinitz et Eoli Grados, notre ARC, les gens du laboratoire d'immunologie de la Conception, et puis surtout tous les cliniciens qui participent à la cohorte nationale et du groupe français d'études de la maladie associée aux IgG4, et tous les patients qui acceptent de participer aux études cliniques, physiopathologiques et thérapeutiques. Merci de votre attention. Juste un point, moi je suis étonnée par la seule modification des IgG4. Si c'est une maladie de type Th2, vous n'avez pas d'autres sous-classes d'immunoglobulines qui sortent? Si. C'est-à-dire que l'augmentation la plus spectaculaire concerne les IgG4 séries. En effet, quand nous on a regardé les autres sous-classes d'IgG, il y a une augmentation globale des différentes sous-classes d'IgG qui est moins marquée en proportion, on va dire, avec les IgG que par rapport aux IgG4, qui c'est vrai en situation physiologique sont par définition les moins abondantes et qui sont les plus augmentées en proportion au cours de la maladie. Mais globalement, il y a une augmentation de toutes les sous-classes.
la plupart des patients. Mais dans 30 à 50% des cas, il n'y a même pas d'élévation des IgG4 série par contre. Uniquement le diagnostic sur le prélèvement histologique. Catherine Farnarier voulait dire quelque chose. Non. En langage des signes. Souffler les IgE. Il y a en effet d'autres marqueurs biologiques, je n'ai pas pu parler de tout aujourd'hui, mais qui orientent aussi vers une réponse plutôt de type TH2. Il y a une augmentation des IgE, c'est une proportion non négligeable de patients. Il y a une hyperéosinophilie circulante chez un nombre non négligeable de patients. Et les éosinophiles sont retrouvés aussi au niveau tissulaire. Et voilà, dans les autres petits marqueurs biologiques, pas TH2, mais on peut soit avoir aussi une hypocomplémentémie dans certains cas, dont on ne comprend pas très bien le mécanisme, puisque les IgG4 ne sont pas censés activer en tout cas la voie classique du complément. Ça fait partie des petits marqueurs biologiques qu'on retrouve chez certains de nos patients, surtout ceux qui ont les formes les plus systémiques, avec atteinte rénale, etc. Est-ce qu'il y a une cible antigénique pour ces IgG4 Est-ce qu'il y a... Alors, cible antigénique, non. Il y a des travaux qui montrent que les fameux plasmablasts circulants, etc., ont une répartition un peu oligoclonale. Mais en tout cas, l'antigène déclencheur de tout ça, on aimerait bien le trouver. Il y a différents travaux dans la pancréatite auto-immune qui ont dit peut-être par analogie à Helicobacter pylori, etc., mais ça n'a pas été recontrôlé dans d'autres cohortes. Mais en tout cas, non, on aimerait bien savoir le trigger éventuel et l'antigène responsable. Mais en tout cas, on sait tout ce qui se passe au niveau B, c'est plutôt des choses oligoclonales. Mais par exemple, quand on fait une déplétion lymphocytaire B, c'est oligoclonal, on déplète les patients et ils reconstituent avec d'autres clones. Donc, en tout cas, l'antigène initial pour l'instant n'est pas identifié. S'il y en a un, il est unique. C'était juste par rapport à Granzyme B. Est-ce qu'il a une action de destruction? Il est sécrété par les CD4? Alors je crois que c'était une analyse phénotypique là, ce qu'il montrait. Je pense qu'il montre. Je suis pas sûr qu'il y ait de tests fonctionnels qui montraient la production de Granzyme B par les CD4, ni sur l'effet éventuel cytotoxique. Je crois que c'était plutôt phénotypique en disant ces cellules expriment beaucoup Granzyme B, mais je suis pas sûr que ça allait beaucoup plus loin dans l'exploration, dans le travail des collègues américains. Michael, je veux savoir, est-ce qu'il y a dans les observations que tu as vues ou dont tu as connaissance des formes secondaires avec un trigger inflammatoire? Je te pose cette question en fait parce qu'on on s'occupe de patients qui sont en SDRA, en syndrome de détresse respiratoire aiguë. On sait qu'il y a une décompartimentalisation et puis ensuite ça entraîne une défense multiviscérale, mais on a régulièrement des patients en SDRA sévère, mais pas forcément extrêmement hypoxémiques, sous ECMO, qui développent une défaillance hépatique et en particulier des tableaux de cholangite sclérosante. Et c'est des patients qui, alors qu'ils se sont sortis de leur pathologie pulmonaire, finissent parfois à être mis dans le circuit de la greffe hépatique. Et quand on leur fait des IRM à la demande des gastro-entérologues, on a ces tableaux de cholangite sclérosante qu'on appelle d'uréa, ce qui ne veut rien dire, mais pour lequel on n'a aucun substrat physiopathologique. Et curieusement, quand on fait des corticothérapies pulmonaires, des corticothérapies de fibrose post-agressive, parfois on a une diminution de la bilirubine, et ce qui me fait un peu penser à... Alors ça n'a peut-être rien à voir, mais je voulais juste savoir si tu as des observations de cas secondaires et pas primitifs. Par définition, pour retenir le diagnostic de maladie associée aux IgG4, on est censé éliminer tout ce qui est autre chose. C'est un peu un diagnostic d'exclusion, parce qu'on a vu que ni le marqueur sérique n'était spécifique, ni les lésions histologiques non plus. Donc en gros, pour retenir le diagnostic, il faut dire c'est pas tumoral, c'est pas inflammatoire avec les maladies inflammatoires qu'on connaît, etc. On élimine tout et on retient le diagnostic quand on a les critères compatibles et qu'on n'a pas tout le reste. Donc tout ce qui est secondaire, on est assez prudent pour dire c'est la maladie en question dont il s'agit. Et je crois que dans les histoires de cholangite post-réa, les histoires ischémiques, etc., qui ont été rapportées, et je crois que je mettrais de côté le côté cholangite post-réa, que je n'intégrerai pas dans le spectre, même si l'ambiance générale est à dire finalement tout est associé aux IgG4. Non, on revient un peu dans l'autre sens en disant attention aux nouvelles atteintes qui sont parfois très discutables. Mais là, non, je ne me mettrai pas dans ce spectre-là d'une maladie a priori inflammatoire primitive.